5 armes de guerre russes que l'OTAN devrait craindre. Les technologies de guerre développées depuis la fin de la guerre froide et même au cours de la dernière décennie restent non testées dans des combats de haute intensité contre d'ingénieux adversaires, opposant à l'alliance de l'OTAN et ses membres les plus puissants dans les conflits non alliés, ont solidement battu les ennemis avec des systèmes de défense aérienne vieillissants et des capacités offensives triviales. Il reste à voir avec quelle efficacité l'OTAN lutterait-elle contre un groupe déterminé et bien entraîné, adversaire avec une technologie relativement moderne. Les événements récents en Ukraine ont pour la première fois depuis la guerre froide soulevé le spectre d'un conflit direct avec la Russie. Si sa diplomatie échoue et que la politique pousse l'alliance à la guerre, ce sont les armes que l'OTAN devrait se soucier le plus. Avant de démarrer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. C'est parti. Numéro 1. Le missile balistique Iskander. Dans les dernières années de la guerre froide, l'Union soviétique a développé des missiles balistiques conventionnels à courte portée capables de frapper avec une grande précision les bases aériennes et les zones de rassemblement bien derrière les lignes de l'OTAN. La réponse américaine à cela était la défense antimissile de théâtre qui, à l'expérience de la guerre du Golfe, démontré n'aurait pas arrêté l'ouverture des systèmes de missiles antibalistiques. Des volets soviétiques se sont améliorés depuis les années 1980, mais il en va de même pour les missiles russes Iskander. À une portée de 400 km, peut transporter une ogive de 700 kg de plusieurs variétés et a une probabilité d'erreur d'environ 5 mètres. Ce qui rend mortel pour les aérodromes, les points logistiques et les autres infrastructures de long en large du conflit en particulier. Compte tenu de la nature irrégulière et brisée de la frontière avec l'OTAN, l'Iskander donne à l'armée russe la possibilité de menacer des cibles au plus profond de l'Europe. L'Iskander a la capacité de recibler en vol, permettant d'engager des cibles mobiles dont des navires. Il dispose également d'un ensemble de techniques de manœuvre d'évitement intégrées conçues pour rendre le ciblage des défenses antimissiles difficile et courte que l'Iskander peut menacer de faire, seul l'OTAN impose à tout le monde en général. L'Iskander peut faire pression sur les défenses antimissiles de l'OTAN, mais aussi sur les airs. Les forces jet opérant à partir des bases avancées seront immédiatement menacées d'attaque ou au moins en mobilisant si positionnés à Kalin, Ingrid. Les lanceurs pourraient menacer un large éventail de cibles militaires et politiques à travers l'OTAN. Par conséquent, nous pouvons nous attendre à ce que l'OTAN cible l'Iskander dans la première étape de tout conflit. Détruire les lanceurs de missiles mobiles a été au mieux. Cependant, l'OTAN devrait se méfier des attaques de SRBM au plus profond de la guerre et les attaques réussies contre les lanceurs Iskander dépendent de la réalisation d'une supériorité aérienne sur les théâtres d'opération. 2. Le Su-27. Conçu comme réponse au F-15, les premiers flanqueurs sont entrés en service en 1985, mais les problèmes de production ont gardé le nombre faible jusqu'au début des années 1990. À ce moment-là, l'effondrement de l'Union soviétique a considérablement réduit le cycle de production global de l'avion. La famille flanqueuse combine vitesse et maniabilité en une seule plateforme, mortelle avec des lignes impitoyables de pistolets. Le flanqueur n'est pas un beau avion, mais son apparence suggère un danger que l'armée de l'air russe continue pour opérer plusieurs centaines de flanqueuses dans diverses configurations. Le flanqueur de base s'est avéré remarquablement flexible pour la mise à niveau et est devenu la plateforme de choix pour les clients de chasse exigeants. Les variants de flanqueurs incluent le chasseur multirôle Su-30, le chasseur embarqué Su-33, le chasseur bombardier S-34, le chasseur de supériorité aérienne S-35 et plusieurs autres. Et évidemment, le F-22 n'a jamais été engagé. On peut s'attendre à ce qu'il donne des crises aux pilotes de Viper, Eagle et Typhoon et peut même causer des problèmes aux Raptors. L'armée de l'air russe a développé des tactiques pour utiliser des flanqueuses pour combattre des furtifs qui se concentrent en profitant de la maniabilité des avions pour survivre la première attaque des missiles. De plus, les flanqueuses est lourd et rapide pour frapper plus fort puis se retirer en lieu sûr avant que les combattants de l'OTAN ne puissent l'attraper. 3.
Le système de missiles sol-air S-400. Tout le mode de guerre occidental dépend de la réalisation de la suprématie aérienne. Les forces de l'OTAN n'ont pas fourni un système de défense aérienne moderne pendant très longtemps. Au cours de cette période, le coût des chasseurs bombardiers de l'OTAN a métastasé, faisant la perte d'un avion presque une catastrophe fiscale nationale. Une batterie S-400 a 3 types de missiles destinés à engager des cibles aériennes à différents gaps. La plus longue portée que SAM peut engager à 400 km avec une portée plus courte, des missiles avec des capacités pour tuer rapidement les cibles manœuvrables. Le S-400 peut également engager des missiles balistiques. Bien qu'il soit peu probable que l'OTAN utilise de telles armes, les systèmes de capteurs de S-400 sont considérés comme extrêmement efficaces, d'autant plus que la Russie peut pondre des S-400 dans les zones de défense dans presque tous les scénarios de conflit imaginables. Positionner le danger S-400, l'Académie des opérations aériennes de l'OTAN au sein de l'Europe en combinaison avec l'Iskander que ces missiles feraient le travail. Les systèmes de capteurs russes terrestres et aériens dépassent les capacités de n'importe lequel des pays de l'OTAN et permet la suppression de la mission de défense aérienne ennemie contre une défense aérienne intégrée au réseau. La Russie dispose d'une grande variété de systèmes à courte portée pour la défense ponctuelle s'avérait extrêmement perfide, au moins au début de la guerre. Le S-400 et systèmes associés pourraient neutraliser la puissance aérienne de l'OTAN. 4. Les sous-marins classe Aquila. Les forces de l'OTAN ont développé un système anti-sous-marin pendant la guerre froide, y compris les sous-marins d'attaque d'avions, les capteurs stationnaires et navires de surface. L'effondrement de l'Union soviétique a considérablement réduit la menace sous-marine russe, avec l'éventuelle conséquence d'une réduction des capacités de lutte anti-sous-marine de l'OTAN. Les forces américaines ont continué à poursuivre l'ASW. Elles ne peuvent plus puiser dans les ressources dont ils bénéficiaient pendant la guerre froide. Et pourtant, les sous-marins russes restent. Dans les années 1980 et 90, l'URSS et la Russie ont construit 15 Aquila de classe B, dont 9 restent en service extrêmement furtif pour les sous-marins soviétiques de leur époque. La marine russe a modernisé des bateaux avec la dernière technologie de silence. Peut-être la plus importante, l'Aquila peut transporter une vaste gamme d'armes, y compris des torpilles et des missiles de croisière. Les missiles de croisière peuvent frapper à la fois des cibles maritimes et terrestres, mettant une grande partie de l'OTAN. Les meilleurs sous-marins de l'OTAN peuvent encore traquer et vaincre les Aquila, bien que la grande vitesse de ce dernier permet d'attraper s'ils proposent. Mais même si l'OTAN peut couler les sous-marins russes, ils peuvent toujours recaner une énorme quantité de ravages avant qu'ils ne s'immergent pour de bon. Cela pourrait signifier détruire un porteur ou causer simplement d'énormes dommages inattendus aux infrastructures critiques à terre. En 5 ans, alors que la technologie diesel électrique russe continue de développer, la classe Lada peut remplacer l'Aquila, au moins dans le contexte des contours étroits d'un conflit entre la Russie et l'OTAN. Mais la furtivité persistante et massive de l'Aquila continue de représenter une menace pour l'OTAN du côté maritime et même terrestre. 5. Spetsnaz. Pendant la guerre froide, à la fois les USA et l'Union soviétique ont conçu des forces d'opération spéciales, principalement en termes de soutien d'opérations conventionnelles au même moment. Cependant, les soviétiques ont interprété cette mission plus largement que l'OTAN. Le Spetsnaz est un terme parapluie qui est venu à englober les opérateurs de forces spéciales sous plusieurs désignations organisationnelles. Devait entreprendre une offensive axée sur le sabotage des communications, la préparation de l'avancée conventionnelle, même les ravages politiques. Avec plusieurs autres éléments de l'armée russe, les forces spéciales se sont détériorées dans la suite de l'effondrement de l'Union soviétique, mais l'armée russe a profité de l'insurrection tchétchène pour reconstruire et redévelopper son propre commando spécial. La capacité des forces à construire ces unités dans un redoutable outil militaire et politique, capable d'avoir un impact sur tous les domaines de la guerre. Cette reconstruction a eu lieu parallèlement à l'expansion des forces spéciales occidentales sous l'égide de la guerre contre le terrorisme. En effet, l'OTAN et les forces spéciales russes ont parfois entrepris des exercices d'entraînement conjoints pour améliorer l'efficacité. Les forces spéciales russes représentent un problème majeur pour l'Occident de tous les niveaux. On pourrait s'attendre à ce que la Russie a opéré à différentes étapes du conflit, comme ils l'ont fait pendant la crise ukrainienne, si une guerre éclate à propos d'un différend frontalier entre la Russie et l'un des pays baltes.
Nous trouverons sans aucun doute des opérations spéciales russes là-bas. Les forces spéciales peuvent se déployer dans des sous-marins ou d'autres véhicules pour lancer des attaques dans toute la profondeur de l'OTAN. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une arme au sens technologique, les forces spéciales russes représentent l'un des outils les plus efficaces de l'arsenal russe. Ils auront un impact majeur dans tout conflit avec l'OTAN, peut-être même avant que l'OTAN ne réalise que le conflit a commencé. C'était tout pour ce classement. N'oubliez pas un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et dites-nous ce que vous en avez pensé à travers les commentaires. À bientôt.